Chers amis, bonsoir. Eh bien, dans le cadre de ces conférences mensuelles Vulcain, organisées par le comité histoire de la CAIA, nous continuons je dirais, nos travaux, je ne dirais pas d'archéologie, quand même pas jusque-là, sur le développement de la dissuasion française. Il y a 2 mois, notre ami Philippe Cagalien nous a fait une présentation très intéressante sur les travaux qui ont conduit à la mise au point de la dissuasion. Le premier vecteur de la dissuasion était un avion bombardier de la société d'assaut, le Mirage 4. Aujourd'hui, nous accueillons M. Luc Berger, de la société d'assaut d'ailleurs, qui est non pas un des concepteurs du Mirage 4, car malheureusement, vu l'âge, ils doivent tous être un peu comme moi, un peu anciens, mais qui est chargé dans le directeur adjoint de la communication de cette belle société. Donc, je suis persuadé que, comme c'était probablement le plus bel avion jamais fait par la société d'assaut, nous aurons aujourd'hui un très bel exposé. Luc, à toi. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis adjoint du directeur de la communication et j'ai la particularité d'être l'expert historique de la Société d'Assaut Aviation. Et j'espère que tout le monde m'entend bien avec ce micro. Euh, mais je ne suis absolument pas spécialiste du Mirage 4. Je suis d'ailleurs pas du tout un technicien. Moi, je suis un pur historien, puisque j'ai une formation d'historien, ayant terminé par un DEA à la Sorbonne. Donc, ma conférence ne va pas être extrêmement technique, elle va être très axée, vous allez voir, sur l'humain. Enfin, il y aura aussi de la technique, évidemment, forcément, puisque le sujet s'y prête. Ce sera très axé, évidemment, sur Dassault Aviation, mais ça, ce qui ne veut pas dire, et vous le verrez, qu'il n'y a que Dassault Aviation, et loin de là, qui a participé à la genèse et au développement du Mirage 4. Et également, je ne dirai pas le nom de la société à l'époque, entre 1955 et 1965, c'était la Générale Aéronautique Marcel Dassault, mais je dirais Dassault tout court pour aller plus vite et ne pas répéter constamment cet acronyme un petit peu long. Voilà, donc ce que je vous propose également, c'est je vais couper ma caméra pour que vous puissiez vous concentrer sur les planches que je vais vous passer. Et si tout le monde en est d'accord, ben on va commencer maintenant. Ah, Voilà, alors je vais essayer de faire en sorte de passer les choses relativement rapidement. Alors, est-ce que ça, voilà, ça passe? Je ne sais pas si je peux réduire la fenêtre avec les personnes. Peut-être oui, voilà. Donc, avant d'être un bombardier, il y a eu un avion qui s'est appelé le Mirage 4, mais qui était un chasseur. Parce que dès le début de 1956, le Bureau des programmes militaires de l'armée de l'air et le service technique de l'aéronautique, le STAE, et le bureau d'études de Dassault commencent à définir un chasseur opérationnel dérivé du Mirage 3001. Mirage 3001, qui s'appelait d'ailleurs Balzac, en référence à la pub de Monsieur Jean Mineur qu'on voyait au cinéma, Balzac 001. Voilà, ça c'était pour l'anecdote. Et si la ligne générale primitive ne suffit ensuite que très peu de changements, sa taille, tant pour sa surface aérienne que pour la longueur du fuselage et sa motorisation, évolue constamment en fonction des demandes de l'état-major. À l'époque, effectivement, l'état-major avait l'habitude de faire des demandes qui bougeaient, et d'ailleurs, sur d'autres programmes, ça a fini par poser quelques problèmes. Alors, les avantages de la formule Delta incitent l'armée de l'air à augmenter ses exigences opérationnelles. Dassault, pour les satisfaire, établit toute une gamme d'avant-projets monoréacteurs qui portent tous le nom de Mirage 4. La surface à l'air varie de 25 à 40 mètres carrés, donc vous voyez, c'est quand même des projets très différents les uns des autres. Leurs moteurs, par contre, sont des ATAR de 6, 7, voire 9 tonnes de poussée, puisque à l'époque, la SNECMA commence à développer des moteurs qui ont ces capacités. Néanmoins, aucun ne répond aux souhaits de l'état-major, car pour respecter les exigences de montée de vitesse maximale supérieure à Mach 2, il faut recourir à une poussée supplémentaire et donc à un groupe de fusées. Marcel Dassault en profite pour poser son biréacteur avec des réacteurs justement ATAR 9, qui, avec 12 tonnes de poussée installée, est le seul à pouvoir se passer de fusée, puisque c'est quand même mieux de pouvoir décoller sans l'aide de fusée. Et c'est le Mirage 4, donc un intercepteur de basse altitude et haute altitude tout temps qui est adopté par les services officiels le 12 octobre 1956. Or, que se passe-t-il à ce moment-là?
Eh bien, un certain colonel Nasser, bien connu de nos services, nationalise le canal de Suez, la compagnie du canal de Suez qui était tenue par les Anglais et les Français. Évidemment, ça ne plaît pas du tout à ces deux nations. Avec l'appui d'Israël, il décide d'intervenir militairement. Donc d'abord Israël, puis les Franco-Britanniques, donc le 31 octobre 1956. Donc l'opération militaire est une réussite. Seulement, voilà, les Américains condamnent cette intervention parce qu'ils taxent ça de colonialisme, hein. Ils sont en pleine, on est en pleine décolonisation et évidemment, les Américains se font bon jeu de rentrer là-dedans et de dire, ben voilà, les affreux colonisateurs qui viennent encore mettre leurs pieds là où ils n'ont pas besoin de les mettre. Et également les Soviétiques, puisqu'à l'époque, et on va en reparler après, nous sommes en pleine guerre froide, qui, eux, carrément menacent de représailles et on va dire à bas bruit, quasiment des représailles nucléaires. Donc voilà. Donc évidemment, même si la campagne militaire est une réussite, et ben les Américains, les Britanniques et les Français se retirent du canal de Suez et comprennent que s'ils n'ont pas d'armes atomiques, et ben ils ne pèsent plus d'aucun poids sur la scène internationale. Donc, les Anglais décident de s'acoquiner ou de se rapprocher plus exactement des Américains, tandis que les Français, donc sous la 4e République, nous sommes, décident, et avaient déjà commencé d'ailleurs dès 1945, à décider d'aller vers un programme nucléaire, cette fois-ci militaire, donc avec un porteur qui sera d'abord un avion et évidemment la fabrication de la bombe atomique qu'il est chargé de transporter pour pouvoir être autonome dans sa défense. Alors, comme je vous le disais, là, j'ai repris une phrase qui sera dite plus tard par, je crois, le général de Gaulle, disant que, évidemment, là, sur cette carte, alors qui est un peu petite, je m'en excuse, j'espère que vous la voyez bien, le bloc de l'Est, et notamment l'Allemagne de l'Est, par le corridor de Fulda, est très proche de la frontière et de Strasbourg, de la frontière est française, donc à une étape du Tour de France, comme le disait donc le général de Gaulle. Et donc, évidemment, il faut pouvoir se défendre d'une éventuelle agression venant du bloc de l'Est. Donc, la plupart des pays européens sont sous le parapluie OTAN. La Grande-Bretagne, comme je viens de le dire, se rapproche des États-Unis. Et nous, la France, nous développons notre propre armement et donc le vecteur qui est censé transporter l'arme atomique. Donc, la section des études générales du service technique de l'aéronautique, qui est à partir du Vautour, donc le SO 4060 Vautour, donc le sud-ouest, et du chasseur bimoteur dont on a parlé précédemment, Mirage 4, essaie de définir le futur bombardier. Le responsable, qui est l'ingénieur en chef d'Orléac, interroge à ce sujet les ingénieurs de chez Dassault, qui sont assez perplexes de constater qu'on songe à un appareil à long rayon d'action, nécessitant plus de carburant, et donc un appareil plus gros et plus lourd, tout le contraire de ce qu'il faut faire un bon chasseur dont la qualité première est évidemment l'agilité. À la mi-octobre 56, donc vous voyez très rapidement après la fin de l'opération de Suez, voire même quasiment avant la fin, la définition du Mirage 3 monoréacteur, donc le chasseur cette fois-ci est bien stabilisé et reçoit l'accord des services officiels. Celle du biréacteur, par contre, donc chasseur, reste par contre très évolutive et incertaine malgré les petites, entre guillemets, indiscrétions que rappelle donc le directeur général technique de la société, M. Jean Cabrière. Voilà ce qu'il dit. Si officiellement le service technique de l'aéronautique ne nous parle toujours que d'un chasseur lourd, nous avons enfin compris que les demandes des ingénieurs de l'État tendent à définir un avion de bombardement pour lequel notre société n'a pas été consultée officiellement. Le 15 octobre 1956, le directeur du STAE informe la société Dassault que le ministère de la Défense nationale a décidé de ne poursuivre pour la chasse que l'étude du Mirage 3, la formule du biréacteur Mirage 4 devant évoluer vers un avion de bombardement. Donc ça devient officiel. Jean Cabrière, toujours, qui assiste à un entretien donc, avec les services officiels, il accompagnait Marcel Dassault. Et au retour de cette réunion, il se réjouissait d'une part de la clarification qui allait permettre d'avancer vers la réalisation d'avions opérationnels et surtout de voir la société engagée dans 2 programmes au lieu d'un seul, à savoir donc le Mirage 3 et le Mirage 4 de bombardement. Mais voilà ce que dit Jean Cabrière, mais Marcel Dassault fut plus réservé. Il regrettait le brillant chasseur bimoteur qui, il n'en doutait pas, aurait largement surclassé le Phantom américain et prévoyait la controverse politique qu'allait susciter le vecteur de la future bombe atomique française.
Il aurait même dit, et je ne vais quand même pas prendre l'accent de Marcel Dassault, que vous êtes peut-être toutes et toutes en tête, on n'a pas fini d'être embêtés, qu'est-ce qu'on va se faire engueuler? Parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup de polémiques autour de l'arme nucléaire. Alors, juste pour vous montrer une photo, est-ce qu'elle est partie? Ah, elle est partie. Bon, c'est pas très grave, attendez, hop, non, bon, c'est pas grave. Donc, le programme, comment se déroule le programme? Alors, le programme, le 17 novembre 56, donc, la fiche programme est officieusement donc, lancée pour un bombardier biplace, alors que le Mirage 3 vient d'effectuer son premier vol. La vitesse doit être de Mach 8 à 18 000 d'altitude. Le rayon d'action de l'avion doit être de 1500 km, dont la moitié à une vitesse proche de Mach 2. Et la charge militaire d'une tonne doit pouvoir être larguée à plus de 18 mètres à vitesse maximum. Il faut savoir qu'à l'époque, les radars ne vont pas au-delà de 15 000 mètres d'altitude. Donc, il faut voler beaucoup plus haut. Le 28 novembre 1956, le secrétaire d'État aux Forces armées confirme la décision de passer commande d'un avion biplace Mirage 4 devant être équipé de 2 réacteurs SNECMA Attar 9, donc, comme on l'a déjà dit. Et il précise, désirant que les nombreux problèmes que poseront les vols nettement supersoniques de ce prototype, avec une vitesse supérieure à Mach 2, soient abordés le plus tôt possible, je vous demande d'en entreprendre l'étude sans attendre d'autres précisions sur l'armement. Donc on ne parle toujours pas d'armes nucléaires, mais bon, je suppose que tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait. Le 30 novembre, vous voyez, tout ça est extrêmement rapide. Le ministère des Armées et le secrétaire d'État aux questions atomiques signent un protocole d'accord définissant un programme à réaliser en 5 ans et répartissant les responsabilités des études et des essais entre les armées et le commissariat à l'énergie atomique. Vous voyez donc après ça, donc le mois suivant, vous voyez quasiment on est sur un mois de communication officielle des principes, des conditions techniques de performance d'un éventuel dérivé militaire du Mirage 4. Quelques mois plus tard, la notification du marché de fabrication du prototype. Et puis, qu'est-ce qui se passe donc après 57? Vous n'êtes pas sans savoir que donc il y a des problèmes en Algérie. On rappelle le général de Gaulle, qui est d'abord, comment dire, pas Premier ministre à l'époque, c'est président du Conseil, voilà comment ça s'appelle à l'époque, avant de devenir évidemment président de la République en janvier 59. Et dès son arrivée au pouvoir, donc en juin 58, le général de Gaulle précise que la France doit faire seule son arme de dissuasion à l'agression, c'est comme ça qu'il l'appelle, et que le vecteur sera un avion d'abord, puis un engin balistique qui est bien sûr un peu plus complexe à réaliser. Engin balistique d'ailleurs qui sera lancé à partir du sol et à partir de la mer. La date de 1964, donc dès 58, la date de 1964 est retenue pour la mise en service opérationnel de cette première composante, ce qui impose évidemment de choisir immédiatement la meilleure solution d'aboutissement. Et il y a un personnage important dans cette histoire qui est ce monsieur, le général Pierre Gallois. Alors, ce général, que certaines et certains d'entre vous connaissent certainement, est considéré comme le père de la dissuasion nucléaire française. Il avait notamment beaucoup travaillé au niveau du SHAPE et avec les Américains sur les problèmes nucléaires. Et en 1956, il expose en personne au général de Gaulle les conséquences stratégiques de l'arme nucléaire. C'est un entretien qui aurait joué un rôle non négligeable dans la maturation des conceptions personnelles du général en matière atomique. Et il se trouve que fin 1957, ce même général gallois rejoint Dassault en tant que directeur commercial. Et il y demeure pendant 27 ans. Il a ouvert de nombreux marchés à l'exportation et il fut un des proches conseillers de Marcel Dassault. Donc vous comprenez bien que là, il y a évidemment une filière non négligeable de rapports directs entre le sommet de l'État, les conceptions atomiques et la société, qui est très important. Et encore une fois, même si la technique est importante, le fait de savoir qu'il y a des gens comme ça qui ont fait des liens, c'est aussi très important dans l'histoire. Donc, le Mirage 4 prototype est un prototype expérimental destiné à découvrir les problèmes liés au vol supersonique prolongé et à leur trouver des solutions. En effet, la taille inhabituelle en France du Mirage 4 nécessite de s'entourer du maximum de garanties afin d'éviter tout risque de flottement structural. Enfin, un gros avion. Aux incertitudes technologiques et opérationnelles considérables, aucun avion n'a encore démontré son aptitude à des croisières prolongées à des Mach supérieurs à 1,8, s'ajoute celle concernant l'arme.
Donc, au niveau du bureau d'études de Dassault Aviation, vous avez ces deux personnages éminents qui dirigent. Donc, à gauche, vous avez Henri Desplantes, qui avait commencé sa carrière chez Bloch dans les années 30, qui a eu une carrière pendant la guerre. Il a été SAS, Special Air Service. Il a sauté en Bretagne le 5 juin 1944 et il est revenu chez Dassault après la guerre. Et donc, il a dirigé le bureau d'études jusqu'en 1973. Et à côté de lui, Jean Cabrière, qui a été embauché, lui, juste après la guerre, en 1949 et qui succédera d'ailleurs en tant que directeur général technique. Et donc, c'est tous les deux donc, qui dirigent le bureau d'études. Et la responsabilité du bombardier Mirage 4 est confiée à Jean-Jacques Samin, qui est aussi appelé chez nous Jean-Jules Samin, il avait ce petit surnom, qui était assisté de François Cordier. Donc, il dessine l'avion à l'exclusion de la définition du système de navigation de bombardement qui est l'apanage d'un autre personnage qui est Jean Rouault. Alors Jean Rouault, il est bien aussi connu chez nous parce qu'en fait, c'est le papa du Mirage 3. Voilà, c'est le monsieur qui a dirigé tout le programme Mirage 3 et donc là, qui avait en charge, donc, encore une fois, le système de navigation et de bombardement. Voilà ce que dit Henri Desplantes, voilà guillemets, sachant quelles difficultés nous avons connues au temps du Mirage 3 quand cette coordination fut prise en charge par l'État, nous demandons cette fois la maîtrise d'œuvre totale du système d'armes, ce que nous accorde très sportivement le remarquable patron de la direction technique, l'ingénieur général Louis Bonte, après approbation par ses services de notre choix de composants. Donc l'État, vous voyez, laisse la bride assez lâche à Dassault pour commencer à avancer sur le projet. Alors que le Mirage 4, le prototype du Mirage 4 est déjà bien avancé et quasiment prêt de faire son premier vol, la demande de l'État évolue. En 1957, les études pour la définition d'avions de série donc, sont toujours poursuivies. Elles portent essentiellement sur, à partir du développement de la Tar 9 jusqu'à 7 tonnes de poussée maximum, sur l'optimisation de la surface de l'avion pour un rayon d'action maximum. Le bénéfice espéré est de l'ordre de 10%, mais dans le deuxième semestre 58, donc des demandes d'un ordre de grandeur entièrement différent vont être faites, toujours une fois cette fois par les services de l'État. Compte tenu des rayons d'action réalisables à partir de 2 ATAR 9, de nombreux objectifs potentiels, donc chez l'ennemi, ne pouvaient être atteints qu'avec l'utilisation de ravitaillement en vol. Or, on souhaite s'affranchir de cette servitude et donc il est demandé un rayon d'action voisin du double de celui qui était prévu pour le Mirage 4-01, dans une définition de mission conservant les mêmes valeurs d'altitude et de Mach. Et donc, le 1er mars 59, on définit la base d'un nouvel avion qui s'appelle le Mirage 4B. Donc, vous avez le plan sous les yeux. Vous voyez, c'est un très gros avion avec une surface à l'air de 130 mètres carrés. Vous imaginez, c'est énorme. Et donc, la définition est approuvée donc, par l'État et Dassault Aviation, Dassault, est officiellement informé qu'elle est chargée de la fabrication. Donc, il faut trouver un réacteur, et comme la SNECMA, pour réaliser un moteur de 12 à 13 nœuds de poussée, ne peut pas le faire dans le calendrier qui est prévu pour le programme, donc on va chercher un réacteur à l'étranger. Donc il y a 4 réacteurs qui sont imaginés. Là, on en voit 5, mais il n'y en a que 4 que je vais vous montrer juste après. Là, c'est des chemins de principe pour que vous voyez un petit peu, mais voilà les 4 réacteurs donc, qui sont proposés. Un Bristol Olympus, donc en haut à droite, un réacteur anglais, voilà. Un Rolls-Royce également anglais, RB 142, le Honda Iroquois qui est je crois un moteur américain, et le Pratt & Whitney J75. Voilà. Pour des raisons de politique industrielle et du fait de l'existence d'accords industriels entre SNECMA et Pratt & Whitney, ben en fait, c'est ce dernier, donc le J75, qui est choisi. Seulement, le 3 septembre 1959, l'État change encore d'avis puisqu'une lettre du délégué ministériel pour l'air modifie radicalement la définition du vecteur. Voilà ce qu'il dit. Donc, en se référant aux récentes décisions du gouvernement concernant la force de frappe, il demande à Dassault de dériver du Mirage 401 à Terre 9 volant actuellement, donc il a déjà fait ses premiers vols, par modification mineure et au moindre prix et au moindre risque technique et dans les délais les meilleurs. Donc, on en revient en fait au Mirage 4 parce qu'on s'est aperçu de quoi c'est la fin du programme Mirage 4B. Le problème avec ces réacteurs, c'est qu'on dépend d'une licence étrangère pour la propulsion du vecteur de la force nucléaire stratégique. Et donc, pour ne pas dépendre de l'étranger, on adopte un appareil plus petit et à moindre coût, donc le Mirage 4A.
Donc, les bases techniques du programme étant acquises, donc voilà, donc vous voyez la différence de taille entre un Mirage 3 et un Mirage 4. Donc évidemment, c'est une photo qui a été prise beaucoup plus tard. Je crois que c'est le Pre-Series 04, le Mirage 4, et donc un Mirage 3R. Vous voyez que le Mirage 4 est vraiment quasiment le double même totalement le double d'un Mirage 3. Voilà. Et donc, les problèmes de l'organisation étatique et industrielle nécessaires à la réalisation du Mirage 4 passent maintenant au premier plan, puisqu'on sait ce qu'on va faire. Il apparaît à l'évidence, à l'État et à Dassault, que les méthodes de travail et la structure des marchés utilisés pour les programmes précédents ne peuvent permettre de garantir la réalisation de ce programme dans le délai fixé. En effet, pour la première fois en France, il s'agit de créer un système globalement intégré. Précédemment, les différentes fonctions étaient assurées par des équipements n'ayant entre eux aucun lien fonctionnel. La coordination des informations fournies était faite par l'équipage. Sur le projet Mirage 4B, et c'est conservé sur le Mirage 4A, l'exigence de précision oblige que tous les composants du système d'armes, c'est-à-dire l'avion, le système de navigation et de recalage, le système de largage et de séparation de la bombe et la bombe elle-même, interviennent en interdépendance. Et donc, pour répondre à ce double défi technique et de délai, puisque les délais sont très courts, octobre 64, 1964, les services officiels, en accord avec Dassault, décident que Dassault reçoit la responsabilité entière de l'ensemble du système d'armes afin de regrouper dans un même centre de décision l'avion, la bombe ainsi que le système de navigation et de bombardement. Toutes les relations des services de la direction technique industrielle avec le constructeur maître d'œuvre et l'armée de l'air sont confiées à un représentant unique, l'ingénieur en chef forestier, qu'on voit à gauche sur la photo avec son képi, ou sa casquette plus exactement. Et un rôle similaire est confié au colonel Viltort, qui représente l'armée de l'air, donc à droite. Et donc, tous ces deux personnages avaient un bureau chez Dassault Aviation à Saint-Cloud pour que la communication et la relation soient encore plus simples et plus rapides. Du côté de Dassault, donc on confie à Jean-Jacques Samin, qu'on a vu tout à l'heure comme chef avion, et on confie à son département électronique, sous l'autorité de Bertrand Denis, l'étude et le développement du système de navigation et de bombardement. Bertrand Denis avait été recruté quelques années avant c'était un ami de Serge Dassault, ils avaient fait les mêmes études, et il avait été recruté pour tout ce qui était la partie développement électronique chez Dassault, puisqu'on avait bien compris que l'électronique allait devenir de plus en plus importante dans les avions, et d'ailleurs ce sera le premier patron de Dassault Électronique. La coordination de l'ensemble du programme est assurée au niveau de la direction générale donc par Jean Roux, qu'on a vu tout à l'heure, et au niveau de la direction générale par M. André Etes. Dans les programmes antérieurs, les différentes phases de l'industrialisation et de la production en série étaient échelonnées, car elles dépendaient de la réalisation satisfaisante de chacune de ces étapes. Responsable de la maîtrise d'œuvre de l'ensemble, Dassault évalue les risques et apprécie les moyens d'y faire face. Certaines phases de l'industrialisation ou de la production peuvent donc démarrer sans attendre l'entière confirmation des essais prototypes. Le gain de temps est donc évidemment appréciable. Vous voyez, donc on essaie d'aller le plus vite possible et donc on met en place une organisation industrielle qui parfois coupe un peu dans les virages, on va dire, mais qui permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Alors, quels sont les défis techniques, les quelques défis techniques, et pas des moindres, qu'il faut réaliser pour construire le Mirage 4? Alors voilà, je vous ai mis une photo de maquette de soufflerie que je trouve magnifique, et on voit bien que l'avion a des proportions et une grande élégance. Néanmoins, surtout, ce qu'il faut vaincre, et ce que j'ai moi, c'est le mur de la chaleur. Parce que le Mirage 4, il doit se maintenir à Mach 2 très au-delà de la vingtaine de minutes, nécessaire à la stabilisation des températures sur l'ensemble de la structure externe, et dans les caissons internes qui renferment les équipements et les fluides, c'est-à-dire les pétroles et les liquides hydrauliques. Les contraintes de voilure imposées par Mach 2 exigent des parties fraisées dans la masse. Donc, c'est ce qu'on voit là. Donc, vous voyez ces espèces de petits rectangles là. Donc, tout ça, c'est fraisé dans la masse directement d'une plaque d'aluminium ou d'acier. En dehors des zones chaudes autour du réacteur, pour lesquelles l'acier ou le titane s'avère nécessaire, les alliages légers d'aluminium peuvent être partout conservés. Par contre, des matériaux nouveaux doivent être employés pour la fabrication de tous les produits plastiques destinés à l'étanchéité des joints, des réservoirs et des tuyauteries souples, des gaines de fil électrique et des isolants. Donc là, il faut vraiment tout réétudier pour qu'évidemment, ça puisse tenir la durée donc à Mach 2, qui est au-delà de ce que faisaient habituellement les avions précédents.
Donc, vous voyez encore une fois la structure du Mirage 4, hein, vous voyez, donc avec ces caissons, voilà, donc j'en ai mis un plan, voilà. Et donc, quelles sont les nouveautés techniques? Alors, il y en a trois. Il y en a une qui concerne le carburant, une les équipements et une les commandes de vol, hein. J'ai juste résumé ceci, mais il y en a eu plusieurs autres. Donc, concernant le carburant, les réservoirs intérieurs, tous les volumes disponibles ont été aménagés, les ailes et le fuselage, la dérive arrière, ce qui est une nouveauté en la matière. Donc, je vais peut-être revenir un peu en arrière. Non, hop, c'est là, vous voyez, donc il y avait même du carburant ici dans la dérive, hein. Pas moins d'une 40 réservoirs en plastique sont répartis dans le fuselage. Donc, vous voyez, il y a des réservoirs un peu partout. Pas si on les voit pas sur cette planche-là. Les réservoirs de structure d'ailes sont massifs et dans les parties fraisées et présentent de ce fait une garantie d'étanchéité incomparable. Évidemment, tout est fraisé dans la masse, donc il y a quasiment pas de joule. La capacité totale des réservoirs intérieurs plus extérieurs est de 19 millilitres, ce qui est aussi assez énorme. En ce qui concerne les équipements, les normes en vigueur imposent 70 degrés de température maximale d'utilisation. Aucun équipement existant n'y répond, sauf l'habitacle de l'équipage et la soute climatisée prévue pour certains équipements électroniques. Donc, une étude thermique complète de chaque composant doit être entreprise. L'industrie française des équipements fait face à la quasi-totalité des demandes. La mise au point est d'autant plus délicate qu'il faut tenir les délais, toujours pareil, hein, il y a un délai court, toujours difficile à maîtriser, plus le nombre de partenaires est important. Et ça, on verra plus tard, vous verrez qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont intervenues. Enfin, les commandes de vol, qui sont un peu beaucoup la spécialité de Dassault Aviation. L'étude et la réalisation de l'ensemble des commandes de vol sont entièrement prises en charge par la division spécialisée donc, de Dassault, mais les intégrer dans le système de navigation et de bombardement à travers le pilote automatique nécessite une conception entièrement nouvelle. Comme sur le Mirage 3, les commandes actionnent des élevons, hein, ces petits volets, voilà. Des servocommandes électro-hydrauliques sont imposées par les efforts développés par ces élevons, notamment en évolution serrée en supersonique, évidemment, puisqu'il y a plusieurs tonnes de pression qui s'exercent sur ces élevons. Le Mirage 4, c'est le premier avion français à incorporer des commandes de vol électriques monochaînes sur le gauchissement et la profondeur. Tous les ordres du pilote sont transformés électriquement pour aller attaquer des tiroirs d'entrée de servocommande, mais néanmoins en conservant toujours une timonerie mécanique conjuguée en permanence avec le déplacement du manche. Et aussi, évidemment, en cas de panne électrique, ça permettait de pouvoir avoir un secours. Pour supporter les températures et minimiser les problèmes dus aux dilatations, les principaux ensembles mécaniques et les doubles corps des servocommandes hydrauliques sont en titane. Et à cette époque, ce sont les ensembles mécaniques les plus importants jamais réalisés dans ce nouveau métal. Donc voilà, encore un plan pour vous montrer un petit peu l'aménagement intérieur. Donc les soutes radio, je ne vais pas trop m'étendre. Vous avez les caissons de carburant, vous voyez ici en grisé. Alors, le système de navigation et de bombardement. Alors, la mission de l'avion, évidemment, consistait à partir d'un avion volant supersonique, donc environ Mach 1,7, et à une haute altitude, hein, on a dit 18 000 mètres, à délivrer de façon aussi discrète que possible une bombe nucléaire sur un but déterminé par ses seules coordonnées géographiques, avec une erreur circulaire à 90% garantie, quelle que soit la distance parcourue depuis le départ. Et en plus, l'avion devait être totalement autonome, évidemment, il n'était pas suivi par qui que ce soit. L'accomplissement de cette mission exigeait deux fonctions essentielles. D'une part, la navigation qui consistait par l'intermédiaire du pilote automatique à amener l'avion à son point de départ au voisinage immédiat de deux points précis. Donc les deux points précis, c'est le point de rendez-vous pour le ravitaillement en vol, puisqu'il fallait du ravitaillement en vol, et le point de largage. D'autre part, le bombardement qui, au voisinage de l'objectif, devait déterminer automatiquement l'instant précis de largage de la bombe pour qu'au terme de son vol libre, et selon sa propre balistique, déterminée par les seules conditions de largage, cette bombe explose au point fixé comme objectif. Alors les coordonnées géographiques et l'altitude au-dessus du sol, évidemment, de l'objectif. L'avion porteur d'une charge nucléaire doit être capable de réaliser la moitié de la pénétration vers l'objectif, le lâcher de la bombe et la moitié du retour en supersonique et à haute altitude. Donc ça, c'est ce qui est demandé par l'État. Si les exigences du rayon d'action varient jusqu'à l'automne 59, celles concernant la vitesse, donc le Mach et l'altitude, restent inchangées, ce qui permet une continuité dans l'approche du système de navigation et de bombardement dont doit être équipé l'avion opérationnel. Quelles que soient les variations de la taille et de la motorisation des projets, les études de base servent jusqu'à la commande de l'avion finalement retenu pour la série. Ça, au moins, ça ne bouge pas. Ceci est très important pour le respect des délais, car le système de navigation et de bombardement est le point délicat du programme.
Henri Desplantes, donc le directeur général technique, souligne la complexité et l'importance de cette réalisation. Et là, j'ouvre les guillemets. Le système d'armes permet aux navigateurs d'amener l'avion sur un repère sol fixé au préalable que le radar panoramique devra identifier. À partir de ce point, aux coordonnées parfaitement connues par les cartes et relativement près de l'objectif, il sera aisé de larguer la charge avec une précision suffisante sans avoir à tâtonner au moment critique. Alors, le centre d'essai en vol de l'État apporte une contribution importante sur la responsabilité de M. Latreille, en liaison avec Dassault, ce qui constitue une entorse au principe de maîtrise d'œuvre du constructeur. Vous voyez, d'un côté, il y a l'État qui laisse la main au constructeur, mais d'un autre côté, donc Dassault, le constructeur, accepte que sur les essais en vol, l'État soit présent. Et pourquoi? Parce qu'il aura fallu créer chez Dassault des équipes et des moyens de correspondance qui n'auraient pas manqué d'alourdir sérieusement le coût de développement du système de navigation et de bombardement et sans doute aurait compromis les délais. Donc voilà, donc on accepte que ce soit le CEV d'État qui prenne en charge tout cela. Après une phase initiale de définition de l'architecture du système pendant le deuxième semestre 1958, avec choix des types de capteurs principaux et leurs fournisseurs, les spécifications techniques d'équipement ont été établies et ont suivi 3 stades prototypes, pré-série et série, de début 1959 à la mi-1961. On verra ça plus tard. La mise au point a été essentiellement basée sur les essais en vol avec le souci constant de mener en parallèle la mise au point individuelle des divers composants du système et celle des sous-ensembles les plus importants et les plus significatifs pour l'intégration complète. Ces essais partiels ont utilisé un grand nombre d'avions de servitude du centre d'essais en vol, ainsi que les Mirage 401 et le Mirage 401 de 60 à 62. Les essais du système complet jusqu'au bombardement avec la bombe inerte ont été réalisés sur les Mirage 3A 03 et 04 de pré-série à partir de juin 1962 jusqu'à la sortie du premier avion de série fin 1963. Alors, le prototype est fabriqué à Saint-Cloud. Donc à Saint-Cloud, vous vous en souvenez souvent, là on est sur le quai Carnot, la Seine est à droite, le quai Carnot qui s'appelle maintenant le quai des Marcel Dassault. Vous avez des bâtiments donc nord et sud qu'on voit là qui sont les bâtiments de bureaux d'études et de l'administratif et ce qu'on appelait la grande usine à gauche avec la porte monumentale et donc tous les prototypes militaires de Dassault depuis l'ouragan ont été réalisés dans ce qu'on appelait la grande usine. Voilà. Alors, à quoi ça ressemblait à l'intérieur? Voilà. Donc, on a d'abord fait une maquette bois. Ça, c'est un avion en bois, en fait, dans lequel on installait toutes les tuyauteries et tout ce qui servait à tout l'équipement pour voir si tout rentrait bien et correctement et s'il n'y avait pas d'interférence. Tout ça, maintenant, est remplacé par de la maquette numérique qui permet justement de voir la même chose sans avoir besoin de construire un avion que l'on détruisait forcément après, puisqu'on n'en avait plus d'utilité. Et voilà donc le prototype Mirage 401 en construction à Saint-Cloud. D'ailleurs, on voit ici à droite le nez de la maquette bois face au prototype lui-même. Alors, la bombe, parce que il faut. Alors, chez Dassault, on n'appelait pas assez à la bombe, vous voyez marqué en haut, ça s'appelle la chose, parce qu'on ne voulait pas donner de nom et on voulait rester discret. Le 3 janvier 1958, la direction technique et industrielle de l'aéronautique informe Dassault que les caractéristiques à retenir pour la chasse militaire sont comprises entre les deux limites suivantes. La longueur entre 1 et 2 mètres, le diamètre de 65 cm à 1 mètre et le poids de 1,5 tonne à 2 tonnes. Ces limites ne concernent que la charge militaire et son enveloppe. Le cylindre ainsi défini doit être incorporé dans le corps fusée d'une bombe ou d'un engin. Donc voilà, donc c'est à Dassault de réaliser cette enveloppe. Le 20 février 62, le service technique de l'aéronautique confirme à Dassault qu'elle est chargée, dans le cadre de la maîtrise d'œuvre du Mirage 4, de l'étude de la fourniture et de la mise au point des prototypes des matériels de contrôle et d'équipement R de la bombe du Mirage 4, à l'exclusion de celui de la fusée radioélectrique. Donc, je crois que la fusée radioélectrique, ça doit être le système qui est aussi d'impact ici. Voilà, donc tout le reste, nonobstant, je vais en reparler, tout ce qui est nucléaire, qui appartient au CEA, doit être conçu et imaginé par Dassault. La géométrie extérieure de la bombe a imposé en particulier qu'elle dépasse, une fois montée, de moitié sous le fusage. Effectivement, on verra sur certaines photos, vous l'avez vu précédemment, la bombe n'est pas à l'intérieur du fusage, mais semi-encastrée.
La traînée est sensiblement équivalente avec ou sans bombe. Seuls quelques remous de soute font que l'avion est plus, entre guillemets, sympathique à piloter avec la bombe. Donc en fait, même la bombe semi-encastrée améliore l'aérodynamique de l'avion. Donc cette bombe est de type de grande dimension, car l'ordre de mise à flot télécommandé peut être réglé en haute ou en basse altitude par des fusées chronométriques à haute altitude, par radar à basse altitude. De plus, une fusée d'impact est montée en secours dans le cas où l'un ou l'autre des dispositifs précédents viendrait à se dérégler. La bombe présente, comme le reste de l'avion, des impératifs techniques si importants qu'il est nécessaire de prévoir en vol subsonique un réchauffement du centre et en vol supersonique un refroidissement. Parce que vous avez bien compris que le mur de la chaleur posait quelques problèmes. Les résistances électriques ont un dispositif frigorifique à l'absorption d'ammoniac faisant partie de la bombe et donc prévu et contribuent eux aussi à accroître ses dimensions. Donc, ce qui fait que on n'a pas pu faire une bombe trop d'un diamètre ou d'une longueur moindre. Pour Henri Desplantes, si le cœur de la charge atomique est à peu près connu, il nous appartient donc à Dassault de lui donner une enveloppe de forme convenable assurant une bonne tenue sur la trajectoire de largage, que ce soit en subsonique ou en supersonique, grâce à un injecteur pyrotechnique puissant. Il nous faut veiller à assurer son conditionnement correct pour que le cœur fragile ne connaisse ni le froid ni le chaud. Donc, voilà, donc vous voyez cette complexité de pouvoir garder une température quasiment constante alors qu'on a des grands écarts de chaleur en positif ou en négatif. Alors que la partie spécifiquement nucléaire est donc réalisée par le commissariat à l'énergie atomique, ce qui est normal, la section d'armement du service technique de l'aéronautique, responsable gouvernemental de l'arme, charge d'assaut dès la fin 1959 de la fabrication de l'enveloppe et des équipements qui en font en fait un véritable missile non propulsé. Effectivement, vous voyez la forme fuselée, mais évidemment, il n'y a pas de propulseur comme sur les missiles actuels. La forme aérodynamique et l'architecture générale, la réalisation structurale, le système d'accrochage et d'éjection, le conditionnement thermique interne, les fusées de déclenchement de 3 types, les circuits électriques internes doivent répondre aux critères spéciaux de sécurité nucléaire. Il en est de même des dispositifs de stabilisation de la bombe sur trajectoire supersonique et des dispositifs de récupération par parachute frein pour le lagage inerte en sécurité. Les boîtiers de commande et de contrôle de tir mis à la disposition de l'équipage. Une équipe d'études et de fabrication conduite par Maurice Viel est installée à Saint-Cloud dans un bâtiment spécialement aménagé pour assurer le secret. Dans le même souci, donc, le PDG, M. Vallière, Benoît-Claude Vallière, appelle l'arme donc la chose. L'équipe d'assaut étudie également, avec les représentants de l'armée de l'air, tous les moyens de maintenance nécessaires aux opérations de pose-dépose de l'arme, de son stockage et de sa mise en œuvre dans les TAMS, qui sont, comme vous le savez, les sites opérationnels nucléaires qui sont implantés ou qui seront implantés sur les bases de l'armée de l'air. Il faut savoir qu'également à Mérignac, là où est fabriqué l'avion, il y a également un endroit où on fabriquait, où on conservait la chose. Et donc, pour propulser un avion, il faut un réacteur. On en a déjà un petit peu parlé précédemment, notamment sur le 4B. Donc, c'est le Atar 9B de 6 tonnes de poussée avec post-position, donc identique au Mirage 4A, qui est choisi. Donc, il est bien connu. Pendant tout le déroulement des essais, et par une nécessité d'adaptation, il ne pose pas de problème technique. Une nécessité d'adaptation ne pose pas de problème technique. La conception initiale de la famille des moteurs Atar à taux de compression relativement faible se révèle ainsi parfaitement convenir pour ce genre de vol. Quant aux premières post-combustion, puisqu'il y a une post-combustion d'installer, elles étaient dès le début des années 50 performantes, fiables et parfaitement compétitives avec les productions étrangères. Par contre, sur le Mirage 4, elles ont été les premières et longtemps les seules à permettre un réglage de la poussée sans variation du régime moteur et donc du débit d'air, ce qui simplifie l'adaptation de la géométrie de l'entrée d'air. L'intégration du réacteur donc 9B ne posa pas de difficulté pour le Mirage 4-01, le prototype, même si des dysfonctionnements normaux sur 20, comme dans tous les essais, ils ne furent jamais de nature à retarder le programme. Et finalement, c'est un autre réacteur qui sera choisi pour la production en série, donc le successeur de 9B, l'Atar 9K, qui d'abord a été destiné au Mirage 3E. Il intègre une modification des premiers étages du compresseur qui augmente le débit d'air et fait passer la poussée du moteur à sec de 4250 à 4850 kg de poussée et permet d'obtenir avec la post-combustion 6700 kg de poussée au sol au lieu des 6150 tout en conservant ce gain en altitude.
Ces gains de poussée améliorant les performances de décollage et d'accélération d'altitude, les services de l'État prennent la décision de choisir donc le 9K pour la série et d'en équiper l'appareil de pré-série 04. Pareil, ce réacteur, c'est une première mondiale, est équipé d'un correcteur électronique de température d'entrée de turbine développé par la société Elecma. Il fonctionne à une température maximale de 930 degrés en entrée de turbine et optimise et donc accroît le rayon d'action en vol de l'avion. L'adaptation de cette version donc, du moteur 9 à TAR 9 se passe sans incident. Donc, pas de problème avec les réacteurs, tout s'est parfaitement bien passé. La SNECMA a bien fait son travail. Donc, l'avion passe est parti de Saint-Cloud pour les essais en vol qui se déroulent à Melun-Ville-la-Roche. Donc, il est resté 18 mois donc, à Saint-Cloud et fin 58, donc, il est monté à Ville-la-Roche pour commencer ses essais au sol sous la responsabilité du monsieur de gauche que vous voyez, monsieur Léopold Hubert. Il y a un ingénieur d'essai du Virage 4 qui est monsieur Jean Robert, qui sera d'ailleurs très longtemps ingénieur d'essai en vol chez Dassault, ainsi que Lucien Martin qui est chef de piste pour les prototypes. Pareil, un monsieur qui avait le droit de parler vertement à monsieur Marcel Dassault. Pour les essais en vol, eh bien, nous avons évidemment un pilote d'essai qui s'appelle Roland Glavany et un directeur des essais en vol qui s'appelle Serge Dassault. Puisque donc Serge Dassault est à l'époque directeur des essais en vol. L'appareil testé avec des vitesses sans cesse augmentées et Jean Robert, ingénieur d'essai de l'avion, donc est présent. Et voilà ce qu'il dit sur un des. Ils ont fait un ou deux roulements jusqu'à 100 nœuds. Et le 15 juin, nous décidons d'effectuer une accélération d'arrêt avec la post-combustion allumée. Comme il s'agit d'un essai de routine, l'appareil ne possède qu'une très faible quantité de pétrole et on n'a pas mis de fusée dans le siège de pilote, donc il ne peut pas s'éjecter. Tout se déroule normalement, l'avion roule 500 mètres, Roland Glavany réduit, mais trop tard, et l'avion décolle à 170 nœuds. Glavany le maintient environ à 10 mètres d'altitude sur à peu près 1 km, puis le pose et l'arrête sans problème en 500 mètres. Donc, on peut dire que c'est le vol zéro du Mirage 4 qui a été réalisé, mais dans des conditions qui n'étaient pas vraiment prévues. La leçon nous a servi, dit Jean Robert, pour tous les prototypes suivants. Il y avait du pétrole au cas où. Il aurait fallu effectuer un vol imprévu et le siège éjectable était armé. Voilà. Tout est bien qui finit bien, mais vous voyez, donc, les essais peuvent aussi réserver quelques surprises. En septembre 1959, René Bigan remplace Roland Glavany, qui retourne dans l'armée de l'air, et Jean-François Cazebiel, qui a avant été au CEV d'État, devient directeur des essais en vol, tandis que Serge Dassault prend la direction des exportations. Alors, cette mutation ne sont pas le fait du hasard. En fait, il y a eu un important différent sur le problème des essais en vol entre Serge Dassault, Roland Glavany et Marcel Dassault. L'État français, du fait du développement d'Orly, avait demandé à ce que les essais en vol soient réalisés dans le sud de la France, à Istres, ce qui ne plaisait pas du tout à Marcel Dassault, qui voulait être près de ses prototypes, donc à Villaroche, pour pouvoir interroger le pilote dès qu'il revenait de vol. Or, Serge Dassault et Roland Glavany étaient tout à fait d'accord avec l'État, d'autant plus qu'à Istres, où on faisait les essais d'hiver, il fait bien sûr beaucoup plus beau comme Melun-Villaroche, et donc les essais pouvaient durer beaucoup plus longtemps. Et donc, Roland Glavany et Serge Dassault sont partis vers d'autres cieux. Roland Glavany est quand même le pilote, il était un pilote civil chez Dassault et il a fait en tant que militaire un vol en Mirage 4 01, donc en prototype. Donc c'est le premier et pilote civil et pilote militaire à avoir piloté le Mirage 4. Voilà. Également un personnage important qui est Jean Cuny, qui a été la personne en charge d'essayer tout le poste de navigateur. D'ailleurs, je crois que dans l'armée de l'air, on l'appelait Saint-Cuny parce que du fait de sa forte corpulence, il a fait en sorte que l'habitacle du navigateur soit assez confortable. Alors maintenant, je vais vous passer un film muet, noir et blanc, du premier vol du Mirage 4. Donc, nous avons fait quelques essais avant de cette réunion. Les images risquent d'être relativement saccadées. Je me permettrai quand même d'arrêter de temps en temps, et je m'en excuse, hein, puisque ça ne va pas être très fluide, mais d'arrêter de temps en temps pour vous faire quelques commentaires. C'est un film qui dure environ 3 minutes.
Donc là, vous avez trois personnages. À gauche, vous reconnaissez Serge Dassault. Au centre, c'est Roland Glavany, pilote d'essai. Et à droite, Jean Robert. Et derrière, vous avez le Mystère 4 B2 du 02. Là, à gauche, on ne l'a pas vu, vous aviez M. Samin et là, M. Glavany, donc Jean-Jacques Samin, le directeur des vols, enfin, du bureau d'études et responsable du bureau d'études, et Roland Glavany. Les voitures sont d'époque. Je pense que le personnage ici doit être M. Cabrières, mais j'en suis pas sûr à 100%, le personnage à gauche, là. Donc là, c'est la préparation à Ville-la-Roche. Peut-être que certains d'entre vous ont connu ces bâtiments, qui existent toujours d'ailleurs. Alors là, vous avez donc Roland Glavany qui monte l'avion, et là, vous avez Léopold Hubert, dont on a parlé tout à l'heure, hein, qui se trouve là. Donc, vous pouvez remarquer aussi que on ne voit pas de train d'atterrissage, parce qu'en fait, le train d'atterrissage avant est très reculé, et donc ça devait d'ailleurs faire une drôle d'impression au pilote d'être très très en avant comme ça par rapport au train d'atterrissage. Vous voyez, il y a une certaine distance, et donc l'impression qu'il est un peu suspendu dans l'air. Avec la camionnette d'essai qu'on va revoir tout à l'heure. Donc l'avion se prépare. Donc là, on voit Serge Dassault dans la voiture radio qui suit l'essai. L'avion revient. Roland Gavinier dit que ça avait été un vol sans histoire. Bon, il y a quelques petits soucis techniques, mais normaux pour un prototype. Et donc, le parachute d'arrêt. Tu es devant la caméra. Ah oui, hop. Voilà, Roland Gavani. On désarme le siège éjectable. Tout s'est bien passé. On félicite le pilote. Jean-Robert derrière, là, derrière Serge Dassault. Ce monsieur à droite, je ne sais pas qui c'est. Donc, les mécaniciens s'occupent de l'avion et emballent le parachute. Vous voyez aussi la qualité de fabrication de l'appareil. Vous voyez tous les rivets, et tout est extrêmement lisse. Marcel Dassault faisait extrêmement attention à la réalisation de ces avions, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. Je vois que le temps passe, donc je vais accélérer un petit peu mon propos. Et il y a eu un changement majeur qui a été fait après les essais, donc, puisqu'on s'est aperçu que cette dérive, vous voyez, qui a été extrêmement proéminente, en fait, posait des soucis. Donc, il a été décidé de la réduire de 70 cm pour donner finalement cette dérive, donc, on va dire tronquée, mais qui fonctionnait beaucoup mieux que la dérive précédente. Également, il y a eu un deuxième problème qui est apparu au premier point fixe. Il a fallu changer, donc il y avait un problème sur les alternateurs, donc il a fallu changer l'électricité qui générait le courant pour que cela fonctionne correctement. Voilà. Donc, en fait, très peu de choses, l'avion fonctionnait très bien. Voilà une petite publicité d'époque pour vanter les mérites donc, de la générale aéronautique Marcel Dassault. Également, pour montrer les qualités de l'avion, il a été proposé de faire des records de vitesse. Donc, un sur 1000 km, qui a été réalisé par René Billan, là qu'on voit à droite, donc le 9 septembre 1960. Donc, sur 1000 km, il a porté donc, le record qui était aux États-Unis à 1126 km/h. Il l'a porté à 1822 km/h. Donc, vous voyez, quasiment 700 km/h de plus, ce qui est un record. Et le 23 septembre de la même année, 1960, sur 500 km en circuit fermé, il a porté le record à 1972 km/h de moyenne, donc quasiment de 1000 km/h. Vous voyez, donc voilà. Et c'est pour ça que l'avion a porté ce ruban arc-en-ciel au titre de ces deux
excusez-moi, de ces deux records. Donc, une fois qu'on a fait le prototype, il faut faire des avions de pré-série. Donc, il y a déjà eu le Mirage 402 qui a effectué son premier vol le 12 octobre 1961 à Melun-Villaroche. C'est toujours René Bigan qui le pilotait. Et il a servi principalement à mettre au point la cellule, l'aérodynamique et les premiers essais du réacteur Snecma 9K. Le Mirage 4A03 qui a été affecté essentiellement au système de navigation et de bombardement. Vous voyez, on voit le radar et l'enveloppe de la bombe en dessous pour tester tout ça. Donc, il a effectué son premier vol toujours à Melun le 1er juin 62, toujours au mains de René Bigan. Et enfin, le 04, on voit ici Jean Cuny qui descend du poste de navigateur. Vous voyez, donc la corpulence de Jean Cuny qui a permis d'avoir cette belle place pour les navigateurs. Donc le Mirage 4, qui lui était équipé des deux réacteurs 9K, il a effectué son premier vol le 23 janvier 63 aux mains de Jean-Marie Saget, toujours à Ville-la-Roche. Donc, très proche de la définition de série, ce 04 sert essentiellement aux essais globaux du système d'armes complet jusqu'au bombardement avec la bombe inerte et également aux essais de fusée-jato dont on va reparler très rapidement derrière. Il y a eu également des essais de ravitaillement en vol. Donc, au départ, il était prévu que ce soit un moteur A ou B qui transformait un avion ravitailleur qui fasse le ravitaillement. Il avait même été prévu que des Mirage 4 ravitaillent d'autres Mirage 4, mais finalement, le choix s'est porté sur l'avion américain Boeing KC-135 avec son boom de ravitaillement, évidemment, avec l'accord des États-Unis qui évidemment, était d'accord pour fournir ces avions et donc faire en sorte que la force nucléaire française fonctionne. Également, donc, il y a eu les essais des fusées d'appoint Jato. On peut en mettre au maximum 12 sous l'avion pour diminuer d'autant la longueur de décollage nécessaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu ces décollages. Il paraît que c'était absolument infernal, que ça faisait un bruit insensé. On va passer sur la partie fabrication maintenant, production de l'avion. Donc là, vous voyez toutes les sociétés qui ont été engagés dans le programme. Donc, bon, on retrouve plusieurs fois évidemment Dassault, mais il y en a de nombreuses autres et vous voyez dans tous les secteurs de voilà. Donc vraiment toute l'industrie aéronautique française et tous les équipementiers quasiment ont participé au programme. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a d'ailleurs eu je crois, 3 équipements qui n'ont pas pu être produits par les équipementiers français et qu'il a fallu acheter aux États-Unis. Les États-Unis ont aussi également été d'accord pour les fournir sans que ça fasse de difficultés. Donc l'avion donc il y a eu un marché d'abord pour 50 avions qui a été passé le 29 mars 62 et il y aura plus tard en 65 un nouveau marché de 12 avions supplémentaires qui sera passé, donc il y aura au total 62 Mirage 4 qui seront produits. Et comme chez Dassault, on n'a pas la capacité pour produire l'avion, on fait coopérer toutes les entreprises de l'aéronautique française. Donc, vous voyez 300 entreprises qui ont coopéré. Bon, j'ai mis les principales là. Donc, la SNECMA, donc à Paris, Villaroche, Gennevilliers, Suresnes et Billancourt pour les réacteurs, vous voyez en rouge. Sud Aviation à Toulouse, Saint-Nazaire, Rochefort pour les ailes de fuselage central et arrière. Breguet à Toulouse et Anglet pour la dérive et certains équipements de fuselage. Morane à Haussin, donc dans les Basses-Pyrénées, là, j'étais obligé de décaler un petit peu, c'est un peu plus vers la gauche, pour la pointe avant et l'arrière du fuselage. Alors également, ils ne sont pas portés sur la carte CSF, qui deviendra Thomson CSF, la Malakoff, le Valois ici et Moulineau pour tout ce qui est équipement de pilotage et de communication essentiellement, et enfin Messier, donc pour le train d'atterrissage à Montrouge et à Bidos. Dassault fabrique le fuselage avant et la partie extrême arrière à Talence, les aménagements de fuselage à Argenteuil. En qualité de maître d'œuvre, elle assure aussi l'assemblage final et le contrôle des avions complets à Mérignac, à Bordeaux, donc, où se déroulent les essais en vol de contrôle et de réception, ce qui est toujours le cas actuellement. La part du travail effectué en propre par Dassault est évaluée à 17% du coût total d'un avion à sa sortie de chaîne. Vous voyez, l'essentiel vient quand même à l'ensemble des sociétés, donc des 300 entreprises qui participent au programme. On voit ici donc la production de la chaîne de production à Argenteuil, donc du Mirage 4, vous voyez. On la retrouve ici à Bordeaux-Mérignac, donc l'assemblage final avant essai en vol et livraison.
Et également, donc, ici, vous voyez une visite de Georges Pompidou, qui est à l'époque Premier ministre, avec Marcel Dassault à sa droite, Monsieur Benoît-Claude Vallière, qui est le PDG de la société à sa gauche, qui lui explique un certain nombre de choses. Vous avez Monsieur Henri Desplantes ici, du directeur général d'Atlantique, Monsieur Donny, qui est ici. Et donc, vous voyez derrière la chaîne de Mirage 4. Et donc, Georges Pompidou a visité cette chaîne. Il faut savoir que chez Dassault Aviation, il y a eu 3 premiers ministres qui sont venus, ou 2 plus exactement. Il y a eu Georges Pompidou et Jean-Pierre Raffarin. Et en président de la République, il y a un seul président de la République qui est venu visiter Dassault Aviation. Il s'appelait François Hollande pour le premier contrat qu'on a eu sur le Rafale. Sinon, les autorités politiques du pays ne se déplacent pas pour venir chez Dassault Aviation. Donc, le programme a été respecté. Donc, vous voyez, donc, notification du marché donc, des prototypes en 57, les causes techniques définitives un an après. Fin 58, vous voyez donc déjà le prototype quitte Saint-Cloud, on l'a vu, donc premier vol très rapidement derrière. Donc là, on a abordé une Mirage 4B, voilà. Premier vol du 02, confirmation du marché des 50 avions, donc plus les 12 en 65. Premier vol du 03, premier vol du 04, premier avion de série, donc vous voyez, en 63, donc vous voyez, à peine 4 ans après le premier vol. Et enfin, première livraison à Mont-de-Marsan en février 64 pour première prise d'alerte opérationnelle le 8 octobre 1964. Donc, le déroulement du programme Mirage 4 peut à tous égards être considéré comme exemplaire. Les défis techniques ont été résolus, que ce soit pour la cellule, les moteurs ou les équipements électroniques. Les performances de vitesse, d'altitude et de rayon d'action ont été conformes aux exigences des clauses techniques. Les qualités de vol ont été considérées comme exceptionnelles par les pilotes utilisateurs. La précision globale du système de navigation de bombardement a été démontrée conforme à la valeur demandée. Les dates annoncées pour l'aboutissement du programme dès 1958, souvent considérées comme utopiques, ont été respectées. Et voilà ce que dit Jean Cabrières. Ce succès est apporté au crédit de tous ceux qui ont participé à ce programme. Ils peuvent en être très fiers. Il est dû aussi à la volonté clairement affirmée par les plus hautes instances de l'État qui avaient défini sans ambiguïté le but à atteindre et donné les moyens d'y parvenir. Mais surtout, le programme Mirage 4 a représenté pour tous les participants un défi national qui a rassemblé les énergies et animé un esprit de coopération entre les services de l'État, l'armée de l'air et les industriels, qui a permis de surmonter toutes les difficultés et a été un des éléments déterminants de la réussite. Et s'il fallait en donner une preuve, je n'hésiterai pas, c'est toujours Jean Cabrières qui parle, à affirmer que pour tous ceux qui les ont vécus, ces années de travail en commun comptent parmi les meilleurs souvenirs de leur vie professionnelle. Donc voilà, ce programme a pu être mené comme ça parce que déjà, donc, forte volonté politique, moyens mis en œuvre. On a coupé un peu, comme je l'ai dit, dans les virages, on n'a pas forcément suivi ce qu'on avait fait précédemment pour pouvoir tenir le planning, et ça a fonctionné. Et notamment, il y a eu une excellente entente entre les services de l'État et les gens de chez Dassault Aviation qui s'occupaient de tout ça, et avec tous les industriels, et donc qui a fait que ce programme a été une réussite. Voilà, pour vous donner une vue à peu près de la... Vous l'aurez dans les planches, ou vous aurez les planches, donc vous verrez. Donc voilà, donc le Mirage 3, le Mirage 4, le 4B qui a été arrêté, et le Mirage 4. Et vous voyez, on a été à peu près jusqu'ici. Le reste, c'est la production et tout ce qui a été opérationnel, donc je n'en parlerai pas. Mais vous voyez, donc de 56 à 64, donc en 8 ans, on était capable, même moins, puisqu'on a commencé, vous voyez, les études en 56-57, et donc en 7 ans, on était capable de concevoir cet avion avec la complexité dont j'ai parlé précédemment. Juste pour le plaisir, donc le Mirage 4 opérationnel dans l'armée de l'air, je pense que là c'est Mont-de-Marsan, vous me détromperez si ce n'est pas le cas. Et donc voilà, superbe photo d'époque qui montre donc, ce magnifique avion. En 1967, à Istres, le général de Gaulle passe en revue les troupes devant le Mirage 4. Évidemment, il suivait parfaitement bien tout le développement de l'avion. Il avait demandé d'avoir un dossier sur son bureau à l'Élysée en permanence, lui montrant comment ça avançait. Il avait également demandé d'avoir une maquette de l'avion en permanence sur son bureau. Et là, vous la voyez dans sa bibliothèque à Colombey-les-Deux-Églises. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir prendre cette photo dans la bibliothèque du général.
Il faut savoir qu'il y a, vous voyez, de très nombreux objets qui lui ont été offerts et le seul avion présent, c'est ce Mirage 4. Bon, je pense que la maquette a dû être mise à l'envers pour des raisons, parce qu'à mon avis, il devait prendre trop de place si on met l'avion devait être dans l'autre sens à l'origine. Enfin, le 8 octobre 2024, donc l'année dernière, notre PDG, M. Trappier, en compagnie du ministre des Armées de l'époque, M. Lecornu, ont été inaugurés à Colombey-les-Églises, à côté du mémorial du général de Gaulle, donc cette belle stèle de Mirage 4. Bon, c'est un vrai Mirage 4 qui a été mis en stèle par l'armée de l'air. Et donc, si vous avez l'occasion d'aller à Colombey-les-Églises, vous pourrez admirer le Mirage 4. Voilà. Pour terminer, si vous voulez aller plus loin, vous avez ce magnifique ouvrage qui est toujours en vente, le Mirage 4 de Hervé Beaumont. Donc, Hervé Beaumont était le spécialiste français du Mirage 4. Je dis aidé parce que malheureusement, il est décédé en juillet 2024. C'était un ami, donc c'est une perte. Et il est également d'ailleurs, je crois, secrétaire général de l'ANFAS. Donc, cet ouvrage posthume est en fait augmenté de tout ce qu'il avait pu trouver comme éléments et qu'il avait fourni donc, à la- à- pour la société d'Ocavia, enfin pour les éditions d'Ocavia, pour donc cet ouvrage qui, à mon avis, pèse 4 à 5 kilos, mais dans lequel vous avez absolument tout sur le Mirage 4. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Berger. Nous avons volé dans ce bel avion, du moins en pensée, car je persiste à dire que c'était probablement le plus bel avion de la société d'assaut depuis sa création. Il y a d'autres beaux avions, en particulier le Mirage F1. Et je vais lancer, donc c'est le moment des questions, du jeu des questions-réponses. Celui qui a la meilleure question a gagné, évidemment, la médaille de la CAIA. Et je vais commencer par deux questions pour inciter les autres auditeurs à se lancer. Ma première question est, n'y a-t-il pas eu, ou jusqu'à quel niveau, au moment de l'étape de définition du Mirage 4, donc avant la réalisation du premier prototype, des sociétés françaises, je pense à Nord Aviation, à Sud Aviation, qui se seraient intéressées à un tel programme de bombardier atomique? Alors, il y en a eu un, évidemment, enfin évidemment, il y a eu effectivement, vous avez eu d'ailleurs le Vautour avait été imaginé pour transporter l'arme atomique, et il y avait eu un autre avion de la SN Caso, dont je n'ai plus le numéro en tête, qui était un énorme avion qui a fait un seul vol d'ailleurs. Malheureusement, il avait un réacteur qui était totalement pas adapté à la taille de l'avion, quoi. L'avion était beaucoup trop gros et les réacteurs ne poussaient pas suffisamment pour pouvoir lui faire des performances attendues. Donc, il n'a fait qu'un seul vol. Il faut dire que depuis 1945, il y a de nombreux projets, notamment lancés par l'État, qui étaient surdimensionnés par rapport aux capacités techniques et même financières de la France. Et que malheureusement, j'aurais pu vous le montrer, mais il y a énormément de projets qui n'ont pas été au bout pour ces raisons, parce qu'on était assez ambitieux et on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Et l'avantage qu'avait Marcel Dassault, c'est qu'il lui, il savait très bien faire les avions. Il allait dans les services, il écoutait ce qu'ils disaient et il faisait les avions adaptés non seulement à ce que demandait l'armée de l'air, évidemment, mais aussi à ses moyens financiers et techniques. J'ai une deuxième question pour lancer la foire aux questions. J'avais cru comprendre qu'il y avait eu des tentatives d'exportation du Mirage 4, en particulier en Australie et en Afrique du Sud. Est-ce Alors, exact et jusqu'à où ces négociations sont-elles allées? Et peut-être alors, vous avez raison, il y a 4 pays qui ont été intéressés, qui sont venus, voilà. Il y a eu les Anglais, la Grande-Bretagne, ça a d'ailleurs été assez loin avec les Anglais, et ils sont même à venus l'abandon voler. du TSR-2, Pardon? après l'abandon du TSR-2. Oui, c'était en parallèle, il me semble. Il venait tester un petit peu tout, hein, tout le monde se parlait. Hein, c'est un milieu où tout le monde se connaît et se parle. Et d'ailleurs, les pilotes de la RAF qui sont venus voler sur le Mirage 4 sont venus en disant à nous deux, on a fait plus d'heures à Mach 2 que toute la RAF en essayant l'avion, en fait. Donc voilà. Il y a l'Australie qui a été intéressée également. L'Allemagne fédérale, mais ça n'a pas été très loin, ça a été très rapide avec l'Allemagne fédérale. Bon, comme vous le savez, ils sont sous parapluie OTAN, ils achètent américains. Et puis en plus, à l'époque, ils avaient beaucoup d'Américains qui stationnaient sur leur sol, donc ils n'avaient pas vraiment le choix. Et également,
pardon, l'État d'Israël qui s'était intéressé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, on avait énormément de rapports avec l'État d'Israël, hein. Ça s'est arrêté avec l'embargo de 67. Mais dans tous les années 50 et 60, c'est nous, et la France d'ailleurs, pas que nous, qui a fourni énormément de matériel à l'armée et à l'armée de l'air israélienne. Et donc, ils s'étaient intéressés. Alors, c'était un avion de bombardement non nucléaire. Ça, on avait, puisque, en fait, je ne l'ai pas dit, mais sur le Mirage 3, il avait été, Mirage 4, pardon, avait étudié l'emport de bombes classiques, on va dire, et même de missiles AS-30. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'Afrique du Sud, je ne crois pas. Il y a peut-être d'autres, mais je ne l'ai pas vu pour l'Afrique du Sud, j'ai plus ça en tête. Ben, merci beaucoup de vos réponses à mes deux questions. Je vous en Maintenant, prie. je vais voir les questions de nos autres amis auditeurs. Monsieur Guy Baumelaer pose la question qui est très juste d'ailleurs. Saurait-on faire aujourd'hui, en aussi peu de temps, un programme aussi ambitieux? Ben, je pense que si on avait les conditions que j'ai données à la fin, oui, on pourrait, évidemment, mais il s'agit d'une volonté politique et de mettre les moyens pour y arriver. Euh, alors, je ne veux pas faire de rappel malheureux, mais le programme Rafale, au départ, devait être un programme européen qu'on a fini par faire, que la France a fini par faire tout seul, notamment parce qu'on ne voulait pas céder la réalisation des réacteurs SNECMA et qui ont conservé la capacité à faire des réacteurs militaires en France. Mais oui, oui, si on y met la volonté, oui, il y a aucun souci, hein. Je vous ai dit, après ça, ben, il faut prendre aussi parfois des raccourcis, hein. Évidemment, c'est une discussion chacun fait pas ça dans son coin en disant pas l'autre ce qu'il fait, mais à partir du moment qu'il y a un accord global pour aller très vite et mettre une organisation qui fait en sorte, et d'ailleurs, c'est ce que réclame Dassault, vous le savez d'ailleurs, ça pose des problèmes en ce moment sur le FCAS. Il faut un maître d'œuvre qui est bien déterminé et à qui on laisse les coups des franches. Et c'est comme ça que ça avance. Mais oui, on pourrait si on mettait les mêmes conditions, sauf que pour l'instant, on ne les met pas. Voilà. J'avais une question à vous poser. Vous avez très justement dit que le programme Mirage 4, du premier, je dirais, coup de dessin, et au moins la première réalisation du premier avion jusqu'à la livraison de série, avait respecté les délais demandés par le général de Gaulle. Qu'en est-il du budget? Est-ce que l'avion a été développé dans le budget ou est-ce qu'il a un peu mordu la ligne? Alors, j'ai pas trop été gratté entre guillemets de ce côté-là. Pour moi, je pense il est resté dans l'épure parce qu'on l'aurait su, si ça n'avait pas été le cas. Je pense que ça aurait été très vivement remarqué, notamment par la Cour des comptes, hein, qui joue son rôle. Euh, je pense qu'il y a dû y avoir un dépassement parce qu'on n'est jamais totalement dans l'épure, hein. Je ne connais pas de programme aéronautique mondial qui ait totalement respecté le cadre défini au départ. Donc, je pense qu'on a à peu près, mais bon, les moyens étaient très importants. Alors, je n'ai pas du tout l'ordre de grandeur, mais les moyens donnés étaient très importants. De toute façon, c'est la volonté du général de Gaulle d'avoir que la France soit dotée de son armement, hein, et tout ça venait du fait que, ben, évidemment, en 40, on avait subi une défaite cuisante et qu'on ne voulait pas la retrouver. Et donc, il voulait pouvoir avoir, comme disait, l'épée à sa main et faire les choses. Donc, à partir du moment, encore une fois, où il y a la volonté politique et qu'on veut y mettre les moyens, qu'ils soient humains, financiers et techniques, et ben, on y arrive. Une question, dans les années 85, à l'époque j'étais dans l'industrie et donc j'étais une société, bon, j'étais dans un secteur terrestre, donc ça ne me concernait pas directement, mais il y a eu le programme de modernisation Mirage 4P qui a Mhm. concerné 18 avions, il me semble. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, j'ai été moins sur cette partie-là puisque je devais parler surtout du développement de l'avion. Évidemment, il y a eu notamment l'évolution avec le nouveau missile SMP qui est arrivé. Donc, il a fallu. Et là, maintenant, on pouvait faire des missions à basse altitude. Surtout, c'est ça qui a changé la donne. C'est que l'avion pouvait pénétrer à basse altitude. Il n'était pas obligé d'aller jusqu'à l'objectif puisque le missile est propulsé. Donc, il pouvait rester à distance de sécurité et envoyer le missile qui allait, lui, directement. Et encore plus précisément que la bombe à sa cible. Donc c'est ça qui a changé essentiellement. Il y a aussi toute la partie reconnaissance. C'était un avion de reconnaissance qui a servi d'ailleurs pendant la guerre du Golfe. Euh, Oui, jusqu'en 2005. donc Jusqu'au un début avion, et aussi au Kosovo, etc. Donc voilà, c'est un avion qui, contrairement aux satellites qui peuvent être, pardon, que la couverture nuageuse peuvent embêter, ben lui, si elle n'est pas trop basse évidemment, il était capable de survoler les objectifs à haute altitude et de prendre des photos de manière très, très, comment dire, très précise.
Donc, effectivement, oui, le 4P a été développé parce que, ben, il y a eu un nouveau missile et qu'on a eu de nouvelles conditions. Alors, je suppose qu'on a dû changer un petit peu le système de navigation de bombardement parce que la manière de pénétrer l'espace soviétique était plus du tout la même. Mais voilà. Je crois d'ailleurs qu'il y a une question sur les cartes, il m'a semblé. Oui, comme les cartes soviétiques étaient volontairement erronées, et c'est le moins qu'on puisse dire, oui, on s'en est rendu compte, comment faisait-on pour faire une navigation efficace alors qu'il n'y avait pas non plus de GPS à cette Je n'ai pas époque-là? la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas si effectivement il y avait déjà quelques satellites d'observation qui permettaient vraiment dans Pas les années pour la 50 à navigation, pour 60, la navigation. ça me paraît peu. Enfin, non, ça me paraît même fort improbable puisque les premiers satellites datent plutôt des débuts des années 60 et n'avaient pas ces capacités-là. Non, je ne sais pas s'il y avait des gens sur le terrain, il y avait peut-être des espions qui rapportaient peut-être des éléments voilà, qui permettaient d'être plus précis qu'effectivement une carte. D'ailleurs, nous, les formes des avions qu'on monte sur nos maquettes ne sont jamais les bonnes formes, hein. Ah Voilà. non, non, ça, Tout le monde fait en sorte d'en dire le moins possible. Donc, effectivement, ça ne m'étonne pas que les cartes soviétiques ne devaient je pas me être bonnes. rappelle que lorsqu'on voulait exposer du matériel dans des expositions d'armement type Eurosatory, mais à l'étranger, on avait droit à exposer des maquettes sous réserve que la maquette ne corresponde pas à la réalité. Voilà. Donc, je suppose que. C'est dans le texte même de la SIEMG, hein. Pour Voilà. obtenir le TMG, il fallait que la maquette présentée soit volontairement erronée. Donc, je suppose La que les services, matière, les formes et les dimensions ne correspondent pas. je suppose que les services de renseignement français ont dû faire leur travail pour donner des coordonnées précises là où on voulait que les bombes puissent arriver si elles avaient besoin d'y arriver. Voilà. Mais effectivement, les cartes n'étaient pas. On n'a pas dû prendre des cartes soviétiques pour faire ça, certainement. D'accord. Et puis il y avait peut-être des moyens radio, mais c'est une Peut-être. Là, je ne suis pas assez technicien pour radio dire. je ne sais pas, c'était une phrase. Je fais appel à de nouvelles questions. J'en ai pas d'autres pour l'instant. Nous ne libérerons Monsieur Berger que lorsque il y aura suffisamment de questions. Pour l'instant, il attend vos questions. Impatiemment. Non, ben, je ne veux pas non plus que tout le monde, voilà, s'il y a d'autres choses à faire, n'hésitez pas. En tout cas, moi, j'étais très heureux de donner cette conférence. Bon, je ne suis pas un spécialiste, comme je l'ai dit, donc c'est peut-être un petit peu lu, mais en tout cas, moi, j'étais très, très heureux de partager ça avec vous parce que ça a vraiment été un très beau programme. Ah, Ah, question. Il y avait un périscope. Quel était son rôle en matière de navigation? C'est-à-dire plutôt un hyposcope, puisque ça ne regardait pas au-dessus, ça regardait en dessous. pareil, vous avez raison. Alors, Et j'ai en pas le détail technique non position plus. navigateur. Absolument, c'est pour le navigateur, il me semble. Mais je n'ai pas plus d'éléments, mais vous avez raison, oui, il y avait ce système-là qui avait été imaginé pour pouvoir bien pouvoir tirer, entre guillemets, avec précision, parce qu'il fallait aller évidemment très très proche de l'objectif. D'ailleurs, c'était une mission suicide, hein, quasiment, puisque vous larguez la bombe et vous essayez de partir très rapidement, mais bon, je pense que même avec beaucoup de vitesse, vous risquez d'être attrapé par si ce n'est Ah, pas non, la chasse non, soviétique, au moins par la déflagration de la bombe. Voilà. par la chasse soviétique ou le système antiaérien, Voilà peut-être, aussi. mais des avions ont lancé des bombes beaucoup plus puissantes que la bombe française. Le tsar Bomba, c'est la bombe du tsar qui a fait 57 mégatonnes, hein, imaginez, a été lâchée par un Tupolev 95 qui est rentré à la base. D'accord. L'avion, en adoptant un profil de vol particulier, a suffisamment le temps de s'éloigner de la bombe avant l'explosion. D'accord. Bon, bah, très bien. Merci de la précision. Et d'ailleurs, c'était le cas aussi à Nagasaki et à Hiroshima. C'est vrai. Il est rentré. Voilà. Bon. Alors, une nouvelle question. Y a-t-il encore des Mirage 4 qui volent? Non, le Alors, dernier a volé en 2005, est arrivé au musée de l'air. J'étais présent d'ailleurs. Donc, vous pouvez en voir au musée de l'air et de l'espace. Il est à côté du Concorde d'ailleurs. On peut voir d'ailleurs la différence, puisque le Mirage 4 a servi pour les essais pilotes du Concorde. Donc, c'est normal qu'ils soient côte à côte. Ils se ressemblent un petit peu avec leurs ailes Delta. Mais non, non, il n'y a plus de Mirage 4. Vous pouvez en voir en stealth. Bon, il y a celui de Condambay, mais il doit oui, être dans nos endroits où on peut en il y voir. en a un peu partout. Voilà. Je crois qu'il y a un Mirage 4 à la Cité de la Science. Il y a eu un moment, mais il n'y est plus. Ah, Il d'accord. Il y a était dans été. l'exposition pendant quelques années, mais il n'y est plus. D'accord. Euh, le bon terme. Ah oui. Une nouvelle question. Le bon technique fait pour le Mirage 4 est-il supérieur ou inférieur à celui qui a été fait carrément pour le Rafale? Et puis avant, après, quel est bon, c'est pas le même temps, hein, puisque le premier vol du Mirage 4, c'est 1961, 62, comme vous l'avez dit. Premier vol du Rafale, 1986.
Mm. Il y a eu 25 ans entre les deux, mais l'entrée en service entre le premier vol du prototype Mirage 4, 61, vous avez dit, entrée en service 64, le Rafale, premier vol 86, entrée en service dans la marine en 2000, 2004. dans une version et dans une version incomplète. Alors, déjà pour répondre sur le bond technologique, alors, il y a eu un bond technologique évidemment avec le Mirage 4. C'était pas de la même, pour le Rafale, c'était pas de la même. Je ne sais pas si on peut donner un ordre de grandeur, mais pour le Mirage 4, donc pour le Rafale, il y avait tous les matériaux nouveaux, tout le Kevlar, tout le carbone, tout ça qu'il a fallu tester. Une certaine dose, mais pas énorme par rapport aux avions américains, mais une petite dose de furtivité quand même. Les Delta Canards, enfin, qui pouvaient bouger, alors que sur les avions précédents, ils ne bougeaient pas. Donc, tout ce qui est comment dire, commande de vol numérique. Donc, nous, heureusement, on avait une grande expérience, et donc, mais il a fallu en développer des totalement numériques cette fois-ci, hein. Donc, voilà. Donc, oui, c'est un énorme bond technologique et en plus, une grande partie de l'avion a été étudiée par ordinateur. Pas que, il y a encore des tables à dessin, mais a été étudiée par ordinateur. Donc, il est certain que le bond technologique sur le Rafale est énorme. Faire la comparaison avec le Mirage 4, comme c'est pas du tout les mêmes technologies, c'était pas les mêmes. Bon, il n'y a pas de mesure de la chaleur, par exemple, pour le Rafale. C'est difficile de comparer. Pour revenir justement le développement du programme et la mise en service de l'avion, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, la volonté politique. Ce qui s'est passé avec le Rafale A, le programme Rafale, l'État français a demandé aux industriels, à tous les industriels, de payer 25% du développement de l'avion, ce qui n'existe nulle part au monde, hein. Je vous signale, allez voir les Américains, l'État américain finance tout, ce n'est pas les industriels qui payent. Donc 25% avec la promesse que l'avion rentre dans les forces en 1996. Donc l'avion est rentré dans la marine, comme vous l'avez dit très justement, et dans une version qui n'était pas la version optimum en 2004. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel décalage? Et ce qui s'est passé entre les deux, il y a eu un certain chute de mur de Merlin et les dividendes de paix. Donc on a étalé les crédits et l'avion, au lieu de voler en 96 comme il aurait pu le faire, puisqu'on avait les premiers avions de développement volaient en 91 et 93, donc en 96 on était déjà bien avancé. Et ben tout ça s'est étendu sur 10 ans et Ça coûte très cher d'ailleurs. voilà, et ben, bien sûr. Très, très cher. Et il y a même un moment, il y en a qui ont voulu arrêter le programme, même pour vous dire. Donc, heureusement qu'on ne l'a pas arrêté. Donc voilà, donc encore une fois, c'est une histoire de volonté politique. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non pas une question, mais une information de Jean-Louis. Autant que je me souvienne, le périscope servait à recaler la navigation sur des points préalablement identifiés. C'est donc un hyposcope. Merci. Hypo parce qu'il n'est pas péri, c'est au-dessus, hypo, c'est en dessous. Question de Christophe. A-t-on une idée de la réalité d'impact en termes de dissuasion du système Mirage 4 à travers les réactions soviétiques? Ah bah, les soviétiques, enfin, officiellement, se marraient un petit peu, d'après ce que je sais. Néanmoins, ce que disait le général, hein, moi, je veux lui couper un bras. Je sais bien que je ne veux pas le détruire, mais enfin, déjà, s'il perd un bras, il va pas être content, quoi. Donc, pareil, les Américains se gossaient un petit peu, n'empêche qu'ils nous ont aidés parce que ça les arrangeait bien que sur le territoire européen, il y ait quand même des gens capables d'aller embêter des amis de l'autre côté du rideau de fer. Donc, non, effectivement, on n'avait pas la capacité, on n'avait pas du tout et la puissance de feu, évidemment, des deux grandes nations. Mais néanmoins, on avait suffisamment pour leur faire mal et leur faire comprendre qu'il ne fallait pas aller trop loin si jamais ils avaient voulu commencer à faire quelque chose. Donc, voilà, C'était typiquement c'est dissuasion du faible au fort, hein. Voilà. le concept du général de Gaulle, repris par le général Gallois, à savoir, si tu tues 50 millions de Français, on tuera 50 millions de... Voilà, de soviétiques. Bon, donc, est-ce que tu es prêt à ce que Minsk disparaisse? Excusez-moi, je dois ouvrir. Je reviens tout de suite. Alors, Oui, oui, je vais voir. est-ce qu'il y a quelqu'un pour reprendre la main pour les questions? Hervé, non? Oui, il y a une question qui est posée sur l'existence de contre-mesures sur l'avion. Alors, je pense qu'il y en avait, mais j'avoue que je n'ai pas été jusque-là. Je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait que je regarde. Je pense que oui, il devait y en avoir, mais elle ne devait pas être extrêmement développée pour l'époque. Ce qui était surtout recherché, c'était d'aller le plus vite et le plus haut possible pour essayer d'éviter les défenses solaires et aériennes soviétiques.
Euh, alors, dans les versions, je pense que dans le 4P, oui, mais dans le 4A, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu pardon, des contre-mesures extrêmement développées. Je suis de retour. Excusez-moi, mais mon épouse ne peut pas marcher, donc quelqu'un avait sonné à la porte. Autre question, je suis devant l'ordinateur, j'attends de nouvelles questions sur le chat. Moi. Pas d'autres questions? Eh bien, je vais donc tirer la conclusion. Merci beaucoup, Monsieur Berger, pour je dirais, ce voyage à la fois dans le temps et dans l'espace, hein, puisqu'on on était 65 ans quand on était encore jeune. Enfin, moi, j'étais jeune, vous n'étiez pas. Vous étiez avant même d'être sur la Moi, Terre. je suis né avec les forces opérationnelles. Voilà. Voilà, c'est exactement. Et votre conférence est un parfait complément de la conférence de Vodka Galien sur la dissuasion. Donc, nous allons continuer ce voyage à travers les forces de dissuasion. Euh, en tout cas, cette conférence sera sur le site de la CAIA. Le résumé sera également intégré pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder l'heure que nous passons ensemble sur le site. Il y aura le résumé. Et nous espérons éventuellement vous réinviter prochainement pour nous parler d'autres programmes historiques. Car je vous rappelle, ce n'est pas une conférence de la CAIA, c'est une conférence du comité d'histoire de la CAIA. Donc, nous ne regarderons pas le Rafale. Par contre, pourquoi pas le Mystère 4, le SMB2. Oui, voilà, je peux parler de Marcel Ah, Dassault, les si vous Pirates voulez. qui Voilà. vont maintenant faire partie de l'histoire. Absolument. Voilà. Avec un grand plaisir. Et merci pour vos remarques extrêmement sympathiques. Non, nous Ça peut avons, apparaître. espérons que nous continuerons à nous revoir régulièrement. Ne vous en faites pas, il va y avoir une conférence par mois. Hein, on tient cette cadence. Donc, on fera à nouveau appel à vous pour regarder cette belle aventure des avions d'assaut. Merci à Merci à tous. toutes. Rendez-vous est le 11 décembre, je Alors, crois. la prochaine conférence, effectivement, aura lieu le 11 décembre. On sera sur Terre, encore que. Puisque notre ami l'agent général Pierre-André Moreau nous parlera de son bébé bien connu qui s'appelle le César. Donc c'est un matériel au sol, mais qui va tirer à des vitesses supérieures de ce que pouvait faire le Mirage 4, puisqu'un obus est quand même un peu plus rapide. Merci et à très bientôt, donc à dans une semaine, dans un mois, le 11. Excellente soirée à toutes Bonne et à tous. soirée. Au revoir à tous, Merci. merci. Bonne soirée. Au revoir.